Bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance des rencontres Actualité de Marx, Nouvelle pensée critique pour de nouveaux horizons de civilisation. Et donc, je vais donner la parole à Jean-Jacques Borde, qui va être l'animateur de cette contribution, qui ensuite donnera la parole à Alain Ayot. Voilà. Bonjour Alain et bonjour à tous. Euh, Bonjour. un thème, alors ils sont tous d'actualité, mais celui-là il est particulièrement prégnant puisqu'il aborde la question de l'extrême droite. Alain Ayot a beaucoup travaillé sur ce sujet, que ce soit par ses écrits, mais aussi concrètement, parce qu'il a été confronté dans sa vie politique à l'extrême droite. Donc il est sociologue, il est anthropologue. On va dire qu'il est spécialiste des extrêmes droites et on va faire appel à son expertise et aussi d'ailleurs des populismes de droite. On aura besoin de savoir quelle différence il fait. Universitaire, sociologue, il dit vice-président. Ça, c'est important parce qu'on était dans le concret, très concret là. Vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de la culture et de la recherche. Et enfin, dit qu'il a fait partie de l'aventure qui a permis de battre de nos maigret à Vitrolles. Et je crois qu'on attend beaucoup de ces éclaircissements sur ce sujet-là. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour. D'abord, je vous remercie de m'inviter, puis je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais j'ai un agenda un peu compliqué parce que quand vous sortez un bouquin, on vous réclame à droite et à gauche et vous êtes un peu vous passez plus de temps dans le TGV que chez vous. Euh, Alors, effectivement, après discussion avec Dominique, j'ai décidé, en gros, de vous donner l'essentiel de l'ouvrage que je viens de sortir, qui s'appelle Le Sursaut, face au nouveau monstre, le sursaut. Et j'espère que euh, quelque part, ça rejoint ce que vous appelez le développement de la pensée critique pour une nouvelle civilisation, parce que effectivement, nous sommes face à quelque chose qui met en cause la civilisation. Voilà. Donc, je vais essayer d'être le plus concis possible pour laisser place à un éventuel débat. D'abord, premièrement, je vais aller assez rapidement sur le constat, ce constat effrayant qui effraie beaucoup de monde, qui est une internationalisation des mouvements nationalistes, populistes, xénophobes, etc. On reviendra sur la définition et la qualification des choses. Cette internationalisation, il faut tout de suite remarquer qu'elle se fait sans international, par définition, parce que les extrêmes droites, je ne parle jamais de l'extrême droite, mais des extrêmes droites, les extrêmes droites ont des thèmes convergents, voilà, des thèmes communs, mais ils ont aussi des différences réelles, voire des oppositions fortes sur le plan des identités nationales, des identités culturelles, des identités religieuses, doctrinaires, sur le plan doctrinaire, mais aussi sur le plan d'opposition économique et sociale très forte à à l'échelle mondiale. Donc, première chose. Deuxième chose, euh, encore une fois, je ne vais pas vous faire la liste des lieux sur tous les continents, mais je vous ferai remarquer quand même, au passage, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, que le continent européen est particulièrement atteint par ce phénomène-là. Deuxième idée, les causes de cette émergence-là, de cette ascension parfois jusqu'au pouvoir. Nous le voyons bien en Europe avec au nord les Pays-Bas, récemment au nord les Pays-Bas, au sud l'Italie. Ces causes-là, je pars d'un concept que j'emprunte à Roland Gori, le psychanalyste, qui parle de vide civilisationnel. Et c'est vrai que ce vide civilisationnel est apparu très nettement après la chute du mur de Berlin, avec des doctrines
qui ont émergé à ce moment-là. Une n'a pas fait long feu, c'est la fin de l'histoire, c'est celle qui nous racontait que Fukuyama, qui nous racontait que la fin de l'histoire, que le capitalisme était devenu la fin de l'histoire. On se rend bien compte aujourd'hui que le capitalisme est incapable d'apporter des solutions tant sur le plan social que sur le plan planétaire, écologique, mais aussi la théorie d'Huntington sur le choc des civilisations, qui, elle, va faire florès et va alimenter beaucoup de réflexions politiques face à ce vide civilisationnel qui a été créé par la, 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 l'issue de la chute du mur de Berlin. Et puis, il y a aussi un élément très très important après ce phénomène, c'est l'affaiblissement considérable et persistante, malheureusement, des alternatives progressistes, émancipatrices, post-capitalistes, révolutionnaires, avec des gauches très divisées. On se souvient que durant toute une période après, après 89, on a et avant, on a vu se développer en grand le ralliement, le compromis entre une partie de la gauche et les libéraux avec l'émergence du blairisme, du social-libéralisme, etc. Mais aussi une difficulté considérable euh, euh, à gauche à reconstruire des alternatives pour un autre monde que celui dominé par le capitalisme. Et c'est dans ce vide civilisationnel, ce monde sans esprit, euh, pour reprendre le titre d'un des derniers bouquins de Roland Gori, mais aussi dans ce clair-obscur que définit Gramsci dans la fin des années 20, dans les carnets de prison, dans sa fameuse citation qu'on cite à tour de bras, mais qu'on n'étudie pas vraiment. C'est dans ce clair-obscur que vont apparaître deux phénomènes majeurs. Un, c'est l'effondrement de la démocratie sous les coups partout d'un capitalisme prédateur des êtres humains et prédateur de la nature. Voilà. Et cet effondrement de la démocratie, c'est quelque chose que on a du mal encore à analyser. On continue de parler des pays démocratiques en citant des noms où on sait bien que la démocratie a pris des coups terribles et qu'on n'y est plus. Entre parenthèses, y compris notre propre pays où le verticalisme avec l'arrivée d'Emmanuel Macron a pris une importance très grande et on a bien vu que le fonctionnement démocratique du système est quasi bloqué. Ce qui vient de se passer encore ces jours-ci le montre bien. Donc l'effondrement de la démocratie, ou euh, avec quelque chose d'intéressant à constater, c'est que les libéraux fondaient leur doctrine sur une doctrine économique, bien évidemment, la concurrence, la libre entreprise, etc., mais aussi, d'une certaine façon, sur une sorte de démocratie parlementaire, institutionnelle, garantissant les libertés, etc. Or, cet aspect-là, les libéraux sont en train de s'asseoir dessus. Voilà, parce qu'ils considèrent que c'est un obstacle à la poursuite, à la perdurance, à la reproduction de leur domination. Deuxième constat, deuxième phénomène, c'est l'émergence de formes de chaos à l'échelle mondiale, chaos sociaux, mais chaos aussi climatiques, qui vont provoquer une sorte qui vont provoquer une sorte de grande peur chez les peuples. Le développement d'imaginaire de la peur qui va être à l'origine de destruction de conscience collective, de liens sociaux, mais aussi à l'origine d'individualisation des destins sociaux, voilà, où on n'est plus confronté à la solidarité entre tous ceux qui subissent ces phénomènes-là, mais face à cette grande peur, pour reprendre le vieux concept médiéval, on va voir apparaître des formes d'individualisation où chacun va essayer de trouver une solution à son propre problème. Voilà. Et c'est au sein de ces processus-là que vont surgir ce que j'ai appelé dans le titre de mon bouquin les nouveaux monstres. Alors bien sûr, je fais référence à Gramsci, mais je parle de nouveaux monstres.
parce que d'abord, ça se fait sur une très longue durée. Euh, pour ce qui concerne, par exemple, notre pays, on peut parler de 40 ans, quasiment, mais aussi nouveau, car il ne s'agit pas d'un bégaiement de l'histoire. Voilà. Il ne s'agit pas, comme on l'entend ici ou là, d'une reproduction mécanique des années 30. Voilà. Il s'agit, au contraire, de la construction d'un récit cohérent, voilà, contemporain, euh, ou deux récits, mais on va parler d'un récit pour l'instant, cohérent, contemporain, fondé sur des problématiques claires, mais qui sont retravaillées et qui sont reproposées à la grande peur populaire et aux grandes peurs populaires. Des récits qui restent nationalistes et identitaires, autoritaires et sécuritaires, xénophobes et racistes, obscurantistes, sexistes, valorisant un passé reconstruit car en réalité, ce passé-là, il n'a jamais existé, mais c'est un récit retravaillé à l'aune des enjeux contemporains. On pourra prendre des exemples, mais on voit bien, par exemple, le débat qui a agité le pays quand l'extrême droite a décidé qu'elle était devenue laïque. Voilà. Donc il y a un retravail où on va voir apparaître, par triangulation, comme disent les politistes, on va voir apparaître une laïcité xénophobe qui prétend être l'héritière de la grande laïcité de 1905. Voilà. Donc et on peut prendre des tas d'exemples comme ça. Hein. Voilà. C'est retravaillé à l'aune des enjeux contemporains et à l'aune de la façon dont les gens se représentent les problèmes auxquels ils sont confrontés et où ils aimeraient avoir des réponses simplistes, certes, mais des réponses immédiates, voilà, parce que on n'en peut plus. Voilà. Et enfin, ce n'est pas le moins important d'ailleurs, un récit qui peut entrer et de manière claire, ce qui n'était pas le cas dans la première moitié du XXe siècle, ou même la deuxième du XIXe, un récit qui peut entrer en convergence avec le récit néolibéral car ces deux récits ont pour objectif commun aujourd'hui de faire barrage à toute velléité de construction d'un monde solidaire, durable, pacifique, démocratique. Voilà. Et on en a une sorte de, pour reprendre la terminologie weberienne, quand Weber parle d'archétype, voilà, Donald Trump est en quelque sorte l'archétype de cette affaire-là. Voilà. Il est à la fois porteur du projet d'un capitalisme sauvage qui s'affranchit de toutes les règles démocratiques, sociales, écologiques. Trump demande par exemple aujourd'hui que la nomination de ses ministres ne passe plus devant le Sénat. Bref, il veut faire ce qu'il veut et exclusivement ce qu'il veut. Voilà. Et en même temps, il est porteur d'un projet nationaliste, America First, porteur de guerre. Il est porteur d'un projet xénophobe, les immigrés dehors, mais les immigrés récents, parce que on sait très bien comment s'est construit les États-Unis. Voilà. Autoritaire, autoritaire. Je viens de donner un exemple autoritaire et même un autoritarisme qui peut devenir violent, ce qui s'était passé il y a 4 ans quand il avait été battu, voilà. Mais aussi sécuritaire avec la fameuse euh, euh, parce qu'on dit c'est très américain l'histoire des armes. Oui et non, parce que derrière la passion pour donner des armes à tous, à chacun, il y a quelque part une sorte de conception de la société qui fonctionne comme une société en guerre, où chacun est en guerre avec l'autre. Voilà. Et ça peut se traduire effectivement par la passion des armes, mais ça peut se traduire par autre chose et atteindre d'autres pays que les États-Unis. Et enfin aussi un récit qui est totalement obscurantiste, sexiste, homophobe, créationniste, voilà, sexiste. Vous vous rendez compte que le dernier discours de Trump dans sa campagne, ça a été de dire qu'il avait encore quelque chose dans la culotte. Voilà, c'est non seulement c'est pas inélégant, c'est totalement inélégant, mais en même temps, ça montre bien jusqu'où on va
du point de vue de l'obscurantisme idéologique. Et puis, tout ça va s'appuyer sur des réseaux sociaux et des médias à leurs bottes. On n'est plus dans l'imposition consiste aussi, ça existe encore. La Russie de Poutine fonctionne comme ça, la Turquie d'Erdogan, etc., l'Iran, tout ce que vous voulez. Mais euh, au-delà d'une espèce de, de dictature pure et simple, telle qu'on pouvait la voir avant, il y a là, au contraire, la volonté de mettre d'une mainmise sur les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux, Elon Musk, mais on peut transposer ça ailleurs, et des médias, et on voit bien nous aussi que, j'en dirai deux mots tout à l'heure, on a affaire à une surmédiatisation réactionnaire aujourd'hui, qui a été, on a longtemps cru que les grands patrons investissaient dans les médias pour gagner de l'argent. En réalité, pas du tout. Ils ont investi dans les médias pour conditionner les représentations politiques, culturelles, idéologiques, etc., etc. Voilà. Voilà, donc un constat effrayant. Maintenant, est-ce que euh, j'assume la fameuse théorie qui a toujours régné depuis des décennies sur l'irrésistible ascension? Je n'y crois pas. Voilà. Je ne crois pas que nous ayons affaire à une irrésistible ascension. Je crois qu'elle fonctionne plus sur nos faiblesses, sur les conditions même de l'évolution des processus généraux, globaux, mais en même temps aussi, elle fonctionne beaucoup sur nos faiblesses. Voilà. Marx disait qu'il fallait arrêter d'interpréter le monde et qu'il fallait le transformer. Je porte ce principe-là. Voilà. Il suffit pas d'interpréter le monde. Il suffit pas de faire ce constat effrayant. Il faut travailler non seulement à affronter ce constat, mais à le changer, à le transformer. Voilà. Nous avons assisté, c'est en tout cas en tout cas dans notre pays, parce que pour ne pas être trop long, je vais me concentrer sur le cas de la France, nous avons assisté dans une sorte d'impuissance, voilà. Alors certains l'ont utilisé, il y a eu beaucoup d'instrumentalisation des extrêmes droites depuis quelques années. J'ai pas besoin de vous citer la longue liste, notamment des présidents de la République qui s'en sont servis. Voilà. Mais euh, dans une sorte moi, ce que j'appelle l'impuissance, c'est une impuissance politique, idéologique, culturelle. Je vais y revenir. Voilà. Et on a assisté à cette conquête effrayante de ce que certains présentent maintenant comme une hégémonie culturelle. Je pense que c'est une sorte d'une forme d'hégémonie culturelle, mais qu'elle n'est pas totalement dominante. Il est temps, je crois, de provoquer un sursaut. Alors, est-ce possible? Est-ce possible? Parce que on peut nous dire, oui, mais c'est de l'incantation. Voilà. Moi, je pense que c'est possible. Je ne prends que le cas de la France. Mais on pourrait parler à l'échelle mondiale, par exemple, de la victoire de Lula et des Brésiliens contre Bolsonaro, qui était une sorte de Trump à la brésilienne. Voilà. Prenons le cas de la France. La surmédiatisation des idées réactionnaires aujourd'hui a tendance à nous masquer la réalité de l'état réel de l'opinion dans ce pays et des représentations. Ah, je suis un sociologue matiné j'ai une double formation d'anthropologue et de sociologue, dont je m'attache beaucoup aux questions de représentation, aux questions culturelles, etc. Or, si vous y regardez bien, je vais aller très vite, mais on pourra y revenir. Dans le champ social, euh, d'ailleurs, Jérôme Fourquet, un des grands sondeurs français, disait la même chose. Je le développe dans le bouquin. Dans le champ social, en gros, les forces émancipatrices sont majoritaires sur le plan des représentations. Ce qui s'est passé dans le grand mouvement sur les retraites, certes, il n'a pas débouché politiquement, mais ça, c'est une autre affaire. Mais il était évident qu'entre 70 et 80% des Français approuvaient le mouvement qui avait lieu
et étaient radicalement contre la réforme libérale des retraites. Dans le champ, je peux prendre d'autres exemples, hein, voilà. Dans le champ sociétal, euh, le féminisme, qui aujourd'hui, 80% des Français étaient d'accord pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Euh, le mariage pour tous, il est aujourd'hui très largement admis dans la société française. La lutte contre l'homophobie a pris un bon départ et elle est en train enfin de se développer. Les violences contre les femmes, là aussi, le départ est bien pris. Voilà. On peut aussi dire, ah oui, mais on me dit, mais non, attention, les Français, ils sont radicaux. Ils sont plus tolérants, ils veulent plus l'immigration, etc. C'est faux. Voilà. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a travaillé avec un sociologue qui s'appelle Vincent Tiberi, qui vient de sortir un bouquin d'ailleurs là-dessus. Ça s'écrit Tiberge, ça se prononce Tiberi. Voilà. Et qui montre ce rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montre qu'il y a eu, certes, du recul, mais que les Français restent majoritairement tolérants et ouverts au monde. Voilà. Vous avez aussi tous ces sondages, toutes ces enquêtes menées, y compris par des grands instituts que vous connaissez tous, l'Ipsos, l'IFOP, etc., qui montrent une jeunesse majoritairement hostile aux extrêmes droites, très majoritairement hostile aux extrêmes droites, malgré ce qu'on raconte parfois, notamment dans les fameux grands médias mainstream, voilà, hostile aux extrêmes droites, très militante dans la lutte pour le climat. Ce sont les jeunes qui ont imposé la question du climat à l'échelle mondiale, mais aussi dans notre pays. Très soutenant les migrants. Moi, je vois beaucoup d'associations de jeunes dans ma ville qui apportent des plateaux aux mineurs isolés qui se baladent dans la ville, qui soutiennent SOS Méditerranée, bref, voilà, on a une jeunesse, des générations nouvelles qui sont majoritairement de ce côté-là, voilà, en tout cas du récit émancipateur. Voilà. Mais vous avez aussi, par exemple, contre la théorie du grand remplacement dont on nous bassine à longueur de journée, l'Institut national des études démographiques vous montre que non seulement il n'y a pas de grand remplacement, mais il y a un grand élargissement. Et que ce grand élargissement des populations françaises aux générations, à toutes les générations issues des immigrations, notamment les immigrations récentes, les fameuses immigrations coloniales, on assiste à un brassage de la population. Il parle de grand élargissement et il parle de brassage parce que les mariages mixtes ont considérablement euh, progressé ces dernières années. Mais enfin, parce que là aussi je veux pas être long, je pourrais encore en dire des choses là-dessus sur les représentations. Mais enfin, il y a eu quand même, sur le plan politique, strictement politique, la divine surprise des législatives avec le barrage républicain. Moi, je parle pas de front républicain, mais il y a eu un véritable barrage républicain qui s'est organisé où les jeunes ont joué un grand rôle. Eux qui ont un problème avec la politique, euh, un barrage républicain, et puis l'arrivée du nouveau Front populaire en tête des résultats des législatives. Alors certes, nous n'y sommes pas encore. Certes, il y a trois blocs politiques clairement identifiés, même si le bloc de gauche se comporte assez bien dans cette troïka. Certes, nous faisons face très fortement à une prise de distance vis-à-vis de la politique dans les classes populaires et dans les générations nouvelles. Certes, il y a l'insuffisance, efficacité des mouvements sociaux aujourd'hui, il y a énormément de contradictions, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un long fleuve tranquille et que les choses vont se dérouler, mais il y a des contradictions très nettes qu'il va nous falloir affronter, mais n'empêche que ce n'est, ce, on n'a pas on n'a pas ce paysage que le Figaro peut passer son temps à définir comme sur le thème la France a viré à droite. Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. Et le problème, c'est qu'on a un mal fou
d'abord à l'intégrer, à l'admettre et à se dire qu'après tout, on peut faire. Voilà, on peut faire. Alors, on peut faire effectivement, c'est important. Pour reprendre la fameuse phrase de Jaurès qui disait aller à l'idéal et comprendre le réel, je viens de développer la partie, si on peut dire, comprendre le réel. Voilà, à quoi avons-nous affaire? Mais aller à l'idéal, ça reste fondamentalement l'axe majeur, l'axe essentiel à partir duquel on peut faire reculer ce paysage idéologique absolument terrible. Et sur cette base, il faut construire un nouveau récit émancipateur. Et ce nouveau récit émancipateur, il faut le construire en menant deux types de, 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 de batailles. Ce que j'appelle, la bataille culturelle. Toute la deuxième partie de mon bouquin est consacrée à ça. Et c'est quoi la bataille culturelle? Eh ben, c'est la référence vous l'avez compris, à Gramsci chez moi est quasi permanente. C'est d'affronter les imaginaires de la peur en recréant ce que Marc Bloch, puisque maintenant tout le monde parle de Marc Bloch, puisqu'on veut le remettre au Panthéon, Marc Bloch s'était appuyé sur pas mal de choses pour dire qu'il fallait recréer un principe d'espérance. Et vous imaginez bien que dans la période où vivait Marc Bloch, il fallait le faire quand même, hein, de parler d'espérance. Voilà. Il faut affronter les imaginaires de la peur en recréant un principe d'espérance dans un avenir solidaire, citoyen et durable, voilà, en combattant la surmédiatisation réactionnaire. On ne pourra pas faire grand-chose si on a cru pendant un temps que, au fond, on ne pouvait pas faire autrement. Mais si, on peut faire autrement. C'est impossible d'accepter la mainmise de Bolloré, de Drahi, de Saadé, qui vous voulez, sur un paysage médiatique français qui est devenu effrayant. Voilà. Et qui pèse lourdement, y compris sur le service public de l'audiovisuel et sur les médias indépendants. Et sur les médias indépendants, et il nous faut, en nous appuyant sur la question, la réappropriation du service public de l'audiovisuel et la défense des médias indépendants, il faut reprendre l'offensive sur ce terrain-là. Toujours dans cette bataille culturelle, il faut déconstruire un à un les mots, les idées, les actes, les discours, à la fois des droites, des extrêmes droites, mais aussi des droites extrêmes. Parce qu'aujourd'hui, les idéologies d'extrême droite ont très largement débordé le cercle, pas étroit malheureusement, hein, 11 millions de voix au premier tour de la législative. Voilà. Mais ils ont débordé ce cercle-là. Aujourd'hui, on a effectivement des populismes de droite extrême, des néo, voire des protectionnistes dans le camp de la droite qui rejoignent les thèses on a des convergences de plus en plus grandes entre les néolibéraux et comment dirais-je, les nationalistes. Et donc, d'une certaine manière, il faut déconstruire les idées, les mots, les actes, les discours, en reprenant en même temps l'offensive contre le néolibéralisme, parce qu'il y a des leurres qui se créent là-dessus. Alors, j'y ai consacré toute la deuxième partie du bouquin à partir d'une quinzaine de thèmes. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais je vous y renvoie. Deuxièmement, bataille culturelle d'un côté, construire un nouvel imaginaire politique. Voilà. Nous ne possédons pas encore, et c'est pourtant l'issue. C'est ça, faire reculer les extrêmes droites, c'est d'abord ça. Voilà. C'est face à un récit cohérent, face à des récits qui sont profondément ancrés une représentation simpliste des choses, il faut que nous opposions, non pas, il faut que nous opposions à un autre récit, et tout aussi cohérent et capable d'apporter des réponses aux aspirations nouvelles
notamment par exemple des générations actuelles, des jeunes générations actuelles. Et nous attachons pas suffisamment d'importance sur les questions, par exemple, du travail, où les jeunes veulent un travail qui ait du sens, mais qui ne les empêche pas de continuer à s'épanouir individuellement, sur la question de la construction d'un nouvel universalisme ouvert à la diversité, à la pluralité, à la créolisation, pour parler comme Glissant ou Chaboiseau. Voilà, ouvert à une vision du monde que l'on résume sous le terme d'écologique, mais qui est en gros une planète qui soit vivable, voilà, à une vision citoyenne de la démocratie, voilà, à une vision solidaire des rapports sociaux. Voilà. Et tout ça, ce nouvel imaginaire politique, il est en friche, il existe partiellement, mais il n'est pas capable aujourd'hui de rassembler autour d'une grande nouvelle ambition. Il n'est pas capable de faire rêver, voilà, à la fois et de rassembler à la fois les champs politiques, mais aussi les champs sociaux, les champs écologiques, culturels, voilà, qui fait que aujourd'hui faire reculer la distance qui s'est inscrite et qui s'est créée face à la politique comme champ. Pourtant, c'est le champ de la transformation sociale. Il y en a pas d'autre. On peut tourner le problème dans tous les sens, mais à un moment donné, c'est dans le champ politique que ça se résout et recréer, faire reculer cette distance eh ben, c'est faire en sorte que les champs politiques, sociaux, écologiques et culturels marchent du même pas. Merci. Merci de votre attention. Voilà. Voilà. J'ai Merci. pas été trop long. J'ai Non, pas non, été non, trop long. on aurait même pu en écouter encore plus, je pense. Ah bon. Voilà, bon, moi j'ai évidemment plein d'interrogations, mais j'imagine qu'il y en a dans la salle. J'ai déjà vu un doigt se lever. Jean, tu y vas? Oui, j'aimerais, s'il te plaît, avoir ton avis sur un débat que nous avons eu à la section de Bordeaux. Les camarades caractérisent Le Pen, Bardella, etc., comme des fascistes. Bon, on emploie très, très facilement cette, ce terme. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pour deux raisons. La première, c'est que le fascisme, pour moi, c'est tout autre chose. Historiquement, il est connoté, il a une histoire, le fascisme. Euh, c'est les camps de concentration, enfin, etc. Je ne vais pas en dire. Et la deuxième raison, c'est que lorsqu'on dit aux électeurs du Front National fasciste, ils n'entendent pas. C'est complètement sourd. Pour eux, Marine Le Pen, Bardella, ce pas des fascistes. Voilà. Est-ce que Trump, c'est un fasciste? Voilà. Alors, il y a une difficulté à caractériser. Moi, populiste, ça ne me plaît pas trop parce que dans populiste, il y a un populaire. Euh, je dis plutôt droite extrême, un peu long, mais droite extrême. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça en pense? Je, d'abord, sur le fond, je partage. J'utilise très rarement la référence au fascisme. Il y a effectivement des groupuscules que l'on appelle des groupuscules identitaires dans ce pays et qui ont des références fascistes évidentes, voire voilà. Mais honnêtement, moi je les qualifie, c'est les idiots utiles de Marine Le Pen parce que elle n'en veut pas dans le RN, mais elle est bien contente qu'ils existent et elle veut en tirer les fruits électoraux. Voilà. Elle veut maintenir cette petite fraction de son électorat qui regarde derrière soi et qui est dans une logique extrémiste à ce point-là, dans une logique fasciste. Elle veut le faire. Mais moi, je n'utilise pas ce terme pour les raisons que tu viens de donner. Le fascisme a sa propre histoire. Il a sa propre histoire. Et nous avons affaire, moi je parle des extrêmes droites. Voilà, tu dis droite extrême, extrême droite. En plus, fondamentalement, dans notre histoire politique en France, la notion d'extrême droite a du sens. Elle renvoie à des logiques qui remontent d'ailleurs très largement au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Ça remonte quasiment au 19e siècle. Alors, pourquoi
on peut utiliser parfois le terme de populisme parce que il y a dans notre histoire une logique qui a fait se regrouper après, pendant la Seconde Guerre mondiale, le fascisme et ces courants-là. Il y a le boulangisme, il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu beaucoup de choses. Le maréchal Pétain n'appartenait à aucun groupuscule d'extrême droite, ni les Croix de Feu, ni l'Action française, ni rien du tout. C'était un officier supérieur de l'armée française, nationaliste, antisémite, etc. Mais il avait un côté, il a fait don de son corps à la France, mais il n'était pas. Donc, il y a, dans notre histoire politique est une histoire où vont converger des courants réactionnaires et c'est pas la première fois que des courants qui n'appartiennent pas à l'extrême droite convergent vers l'extrême droite. C'est pas la première fois dans notre histoire. Donc, moi, je pense par exemple qu'aux États-Unis, ça a été une erreur de la part du Parti démocrate d'avoir traité Trump de fasciste. Ça, ce n'est pas audible, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas audible dire on lui rend service en plus à Marine Le Pen là et à Bardella, on leur rend service. Alors qu'en réalité, on sait très bien, par exemple, Bardella, il a mené une campagne européenne Oui. qui était une campagne, euh, il veut une Europe nationaliste, ethnicisée, etc., mais toujours liée au marché financier. Donc, l'élément essentiel du combat que nous menons, je l'ai plus en tête, mais il y a une fameuse phrase de Bertolt Brecht qui disait ça, qui disait que le combat contre l'extrême droite était un combat qu'il fallait mener en fusion permanente contre les forces du capitalisme. Voilà. Et si nous, on veut construire ce récit émancipateur, il va falloir le construire contre les néolibéraux, les ultralibéraux, les illibéraux pour certains, et contre effectivement ces forces réactionnaires qui sont apparues. Voilà. Vous savez, on m'avait proposé, j'étais pas libre, de faire un débat avec Raphaël Arnaud, le nouveau député d'Avignon, qui s'est fait connaître dans son combat, légitime d'ailleurs, hein, contre les groupuscules identitaires à Lyon, qui sont très importants dans cette ville. Voilà. Mais je je suis pas mécontent de n'avoir pas été libre, franchement, parce que réduire le combat contre l'extrême droite aujourd'hui, contre les droites extrêmes, etc., à un combat contre des groupuscules identitaires, c'est passer à côté de l'essentiel. Voilà. Je le pense profondément. Et, trois inscrits, j'ai Dominique, Ah ouais. Vincent et Jean-Pierre. OK. Moi, j'ai juste trois questions. Et très vite. Non, non, je vais sans commentaire. Je partage l'idée du récit émancipateur, mais j'ai un problème, si tu veux, dans la vie concrète. Euh, Comment on peut, sans changer la vie réelle, travailler seulement sur les représentations? Je pense que la question est claire. Deuxième élément, peut-on s'abstraire d'approfondir les enjeux qu'il y a autour de questions que s'est approprié l'extrême droite, comme la souveraineté, la sécurité, la nation. Voilà. Tu avais dit trois questions. Non, mais j'en ai que deux finalement. Ah oui, c'est pour ça Ouais. que je- C'est parce que j'en ai concaténé deux. Ah, il faut trouver. Il faut Tu as trouver dit la ça. souveraineté, la nation, et le troisième, c'est Il y a pas. Non, non, souveraineté, sécurité et nation. la sécurité. Ouais. Euh, je partage ta réticence sur la question. On ne peut pas travailler seulement sur les représentations, bien évidemment, mais tu m'accorderas que pendant très longtemps, on a sous-estimé la question des représentations. On a cru que les luttes sociales, dans une sorte d'anarcho-syndicalisme que combat très bien et à mon sens de manière très légitime Sophie Binet,
on a cru qu'il suffisait des luttes sociales pour pouvoir transformer les choses. Non, ça marche pas comme ça. La réforme, d'ailleurs, la bataille sur la réforme des retraites a montré qu'il a fallu en même temps travailler les luttes, faire descendre les gens dans la rue, euh, combattre, voilà, et en même temps, il fallait travailler sur les représentations au sens où, d'ailleurs, à chaque étape de la lutte, on a répondu aux arguments avancés par les libéraux. L'histoire que la retraite était une nouvelle vie, que c'était pas la fin de l'existence, etc., etc. On a mené une vraie bataille culturelle autour de cette question-là. Alors, le mouvement sur les retraites, il n'a pas débouché parce que il lui fallait un débouché politique qui n'existait pas. Voilà. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut lier étroitement les luttes sociales et la bataille des représentations. Voilà, la bataille culturelle que j'appelle culturelle. Voilà, sur les représentations, c'est sur les idées, sur les mots, etc. Je vais prendre un exemple très simple que j'aime bien. Voilà. Euh, les Français ont assimilé, nous aussi, tout le monde, l'idée des racines et l'idée de la souche. Pendant des années, mais c'est nos racines. Ah, ok, racines. Depuis quand les hommes et les femmes sont-ils des arbres? Nous n'avons ni racines ni souches. Nous avons une histoire. Et cette histoire, elle est compliquée. Et c'est des parcours très, très, très compliqués. La preuve, les démographes nous apprennent que 30% actuellement de la société française est d'origine étrangère à 3, 4 générations près. Voilà. Et que si on remonte plus loin, alors là, pour le coup, on va apprendre que la France est un pays carrefour de je ne sais combien de nationalités et de civilisations. Voilà. Un jour, j'ai été faire un débat à la Courneuve. On m'a appris qu'il y avait 103 nationalités à la Courneuve. Voilà, par exemple. Bon, voilà. Donc, et c'est des questions, c'est pas des questions trucs, mais je partage, Dominique, le fait qu'il faut travailler à la fois les luttes sociales et les représentations et que l'une nourrisse l'autre. Voilà. Et inversement. Souveraineté, sécurité, nation. Le problème que nous avons, ce n'est pas de dire que la nation, ça n'existe pas. D'abord, elle existe politiquement, historiquement, culturellement, la langue, les langues, etc. Bon, voilà. Euh, mais la question, c'est quelle nation nous défendons? Quelle nation nous défendons? Est-ce que nous défendons une nation ouverte sur le monde, solidaire, etc. Voilà. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire nous sommes la nation des Lumières. Oui, ok. Sauf que la Révolution française, elle est passée à côté de l'émancipation féminine. Donc, il faut rajouter ça. Voilà. Et c'est liberté, égalité, fraternité, mais c'est aussi sororité. Voilà. C'est aussi, voilà. Mais c'est une nation aussi je viens de le dire, qui s'est construite sur des bases diverses, plurielles, sur des cultures, des langues, y compris d'ailleurs à l'intérieur des langues régionales, mais aussi, en gros, ce qu'on appelle maintenant les langues de France. Voilà, avec, c'est quand même incroyable qu'on a quasiment interdit aux jeunes issus des immigrations maghrébines la possibilité d'apprendre l'arabe dans l'éducation nationale. C'est d'une difficulté à toute épreuve de pouvoir y accéder. Donc, moi, je suis pour parler défendre cette nation-là, cette nation qui regarde devant, voilà, et pas cette nation qui invente un passé complètement délirant, qui n'a jamais existé, d'ailleurs, entre parenthèses. Nous sommes au contraire une nation qui a toujours regardé devant. Voilà. La Révolution française, la Commune, etc., le Front populaire. Voilà, on est une nation qui s'est construite en avançant. Voilà. Après, les questions de sécurité, vous savez, entre la tranquillité et la sécurité, il y a un abîme. Le sécuritarisme
développée par l'extrême droite, mais je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter, c'est la guerre. Est-ce qu'on veut instaurer la guerre dans ce pays? Voilà. Et moi, je vais faire un petit décalage. L'axe majeur du programme du RN, c'est ce que Marine Le Pen appelle aujourd'hui la priorité nationale, ce que son père appelait la préférence nationale. Voilà. Et on est face à un leurre. Elle nous dit que la France subit une submersion migratoire, mais la France n'a jamais eu aussi peu d'immigrés de toute son histoire. Et elle n'en a jamais aussi peu accueilli. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à l'heure qu'elle est en train de nous parler d'autre chose. Et elle nous parle de quoi? Eh ben, elle nous parle des générations issues des immigrations coloniales. Et elle n'en veut plus. Sarkozy non plus n'en voulait plus. Et vous vous souvenez pas? La racaille. La racaille, le discours de Grenoble de Sarkozy. Et en réalité, la priorité nationale telle que le développe euh, Marine Le Pen, mais aussi Sarkozy qui avait créé, vous vous souvenez, le ministère de l'Identité nationale, eh ben, c'est tout simplement la construction d'un apartheid à la française. Pourquoi? Parce que toutes ces générations issues des immigrations coloniales, 90% d'entre elles, 80%, allez, soyons honnêtes, euh, sont françaises. Elles sont françaises. Ils possèdent tous la nationalité française. C'est des enfants de France. C'est des enfants que nous avons construits. Le décrochage scolaire, c'est nous. L'insécurité dans les cités et partout, c'est nous. Voilà. C'est des questions qu'il faut affronter en termes, quelque part, en termes de classe. Voilà. Il est insupportable que les classes populaires aujourd'hui euh, soit subissent ça. Mais en même temps, moi, je ne suis pas pour les victimiser. Je suis pour les responsabiliser. Voilà. Je vais vous prendre un exemple très simple. À Marseille, les femmes, les mères de gamins qui se font flinguer se sont regroupées en association et elles se battent. Voilà. C'est ça que j'appelle responsabiliser. C'est à eux de se battre. Les immigrations italiennes, elles n'ont pas attendu qu'on vienne s'occuper d'elles. Elles se sont battues elles-mêmes. Bon, alors, elles avaient une histoire, sont arrivées avec un bagage politique que les immigrations maghrébines n'avaient pas. Encore que la lutte pour l'indépendance de l'Algérie a concerné l'immigration en France. Il y avait l'école nord-africaine, il y avait les immigrés qui étaient membres du FLN, etc. Mais, y compris la création de l'équipe de foot algérienne, où on appliquait tous les footballeurs algériens qui étaient dans les clubs, etc. Il faut, euh, sur la sécurité comme sur la nation, il faut responsabiliser les gens et leur dire, ah oui, mais vous insultez le drapeau français. Mais non, quelle France on leur offre? Quelle France on veut construire avec eux? Voilà. Si c'est une France qui leur dit, qui leur définit des interdits en permanence et qui leur dit que ils sont pas français, ou alors, comme disait Charles Maurras, ils sont français de papier. Les historiens savent que au début du XXe siècle, Maurras, parlant des Juifs, qui étaient français, grâce à Napoléon par exemple, hein, en tout cas la Révolution française, il dit, mais ce sont pas, vous dites des Français, mais non, ce sont des Français de papier. Hein. Eh ben, l'extrême droite aujourd'hui, elle dit à ces jeunes-là, vous êtes des Français de papier. Et c'est abominable. On a envie d'une France fonctionnant sur le modèle de l'apartheid. On passe à la question suivante, Alain. Vincent? Alors, je voulais simplement dire que j'étais tout à fait d'accord pour considérer que l'usage, euh, comment dirais-je, provocateur à certains égards euh, du mot fasciste ou du mot nazi pour désigner l'extrême droite française était maladroit
tactiquement. En revanche, en revanche, il me semble qu'il est impossible d'oublier que, par exemple, Mussolini, ex-dirigeant socialiste, est à l'origine du fascisme en Italie et que le parti nazi s'appelait Parti national-socialiste. Et c'est donc appuyé sur des revendications sociales pour essayer de pervertir les masses allemandes. Et de ce point de vue, je pense qu'il est quand même tout à fait important de voir l'énorme travail idéologique du parti ex-Front National devenu, entre guillemets, Rassemblement National, parce que cette volonté de dédiabolisation a été voulue et charpentée par le RN. Et de ce point de vue, il me semble que justement la perversion totale de Gramsci n'est pas totalement innocente. Donc, au moins en arrière-plan, avoir cette, comment dirais-je, ces éléments historiques en tête, même si, bien sûr, ils ne permettent pas de combattre directement et efficacement le Rassemblement national et ses idées d'extrême droite. Alors, J'aurais tendance à te donner raison si tu parlais de néofascisme. Parce que oui, fondamentalement, il y a des références totalement convergentes avec les années 30, bien sûr. Quand je parle de nationalisme, quand je parle de racisme, etc., c'était le cas. Mais il y a des choses, par exemple, qu'on ne peut pas affronter de la même façon. Pour ça que moi je dis attention à croire qu'on est en train de combattre un adversaire d'il y a 40 ans, pardon, d'il y a 60, 80, 80 ans, on se trompe de cible. Je vais vous prendre un exemple simple. Le racisme aujourd'hui, dans un pays comme la France, il n'est plus fondé sur la biologie. Or, Hitler, il avait inventé des racisés qui étaient aussi blancs que lui. Et lui, entre parenthèses, il défendait les Aryens alors qu'il avait une gueule de tout sauf une gueule d'Aryen. Voilà. Depuis quand Hitler était-il blond? Voilà. Donc, euh, on- euh, le racisme aujourd'hui, comme dit Étienne Balibar, c'est un racisme sans race. C'est un racisme sans race. On fabrique ce que certains appellent, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec l'utilisation du mot, des racisés. Oui, on fabrique des racisés, mais il ne faut pas qu'ils restent racisés dans leur esprit, parce que sinon, il faut qu'ils mènent le combat avec tout le monde et que nous menions le combat avec tout le monde contre le racisme. Mais le racisme, fondamentalement, c'est un rapport de domination. Et le rapport de domination d'aujourd'hui, n'est pas le même que celui des années 30. Voilà, c'est pas le même. Donc il faut qu'on analyse c'est quoi le rapport de domination aujourd'hui qui fabrique le bouc émissaire et qui fabrique le racisme. Voilà. Et donc ça, c'est une question forte. On peut tourner le problème dans tous les sens. Dans les années 30, les fascistes n'étaient pas confrontés à la construction de l'Europe. Et Bardella, il va construire un récit compliqué. Il va avoir beaucoup de mal d'ailleurs aux européennes. Il va construire un récit d'extrême droite qui ne sera pas du tout il va par exemple, ils vont arrêter de dire qu'ils veulent pas de l'Europe. Ils vont accepter le principe de l'Europe, mais ils veulent une Europe des nations au sens nationaliste du terme, au sens en fait, ils veulent une Europe qui va tout droit vers la guerre. Voilà. Mais bon, interne, intra-européenne. Voilà. Et on peut multiplier les exemples comme ça. Orban, c'est pas Mussolini, Orban. Mais voilà, nous savons bien qu'Orban, c'est une extrême droite
bien dur, hein, et il se bat. Mais il se bat, vous vous rendez compte que Orban est parvenu à réunir l'Europe chez lui à Budapest? Lui, Orban, l'un des grands leaders des mouvements d'extrême droite en Europe. Tous nos présidents sont allés à Budapest faire le salut de la Sublime Porte. Voilà, on s'est bien courbé devant Orban. C'est ahurissant. Mais ça n'existait pas dans les années 30. Donc, moi, qu'il y ait moi, je vais vous donner un exemple hors France. Voilà. Je considère que l'islamisme, ce que moi j'appelle le djihadisme, voilà, j'aime pas qu'on truc parce que on confond les musulmans et l'extrême droite. Le djihadisme, c'est-à-dire cette espèce de vision de guerre sainte pure, les purs et les impurs, d'une religion, en l'occurrence l'islam, euh, se traduit comment? Ben, il se traduit aujourd'hui par une référence à une idéologie qui est quasiment nazie, la référence au nazisme, elle est là, les purs et les impurs. Voilà. Mais pour autant, euh, dans les années 30, on n'avait pas ce phénomène-là. Et c'est un phénomène qu'il faut. Alain Badiou s'est essayé à le qualifier, c'est très très compliqué. Et on a beaucoup de mal, par exemple, à faire admettre l'idée que les mouvements islamistes, djihadistes, tout ça, ce sont des mouvements d'extrême droite, hein, et avec des références terribles. Hein. Il n'y a pas que l'islam qui est concerné. Vous pourrez deux grands exemples à des milliers de kilomètres de distance. L'extrême droite israélienne. L'extrême droite, les partis religieux israéliens, qui sont des partis d'extrême droite, d'ailleurs très issus, bon, c'est trop compliqué de truc, parce que certains viennent d'Europe de l'Est, et les Russes, et d'autres viennent des anciens pays, des pays arabes. Voilà. Mais là aussi, on a une espèce de truc, les purs et les impurs chez eux. Voilà. Et ils sont persuadés que les Arabes aujourd'hui ne sont pas des êtres humains. Certains, ils le disent, clairement. Voilà. Et de l'autre côté, regardez Trump. Il s'appuie sur quoi, Trump? Il s'appuie sur les évangélistes suprémacistes blancs. C'est là aussi, on a affaire à quelque chose où la référence est terrible avec le 19e et le 20e, et surtout le 20e. Mais quand même, c'est un phénomène nouveau. Il faut qu'on l'appréhende tel qu'il est aujourd'hui, pas hier. Voilà. Alors moi, honnêtement, je ne fais pas la guerre aux gens qui utilisent le terme de fascisme, mais je leur explique que politiquement, c'est pas très efficace. Voilà. C'est même, je pense, terrible. Je pense que Kamala Harris, d'avoir laissé partir l'idée Trump fasciste, ça l'a tué d'une certaine manière. Voilà. Il n'y a pas que ça qui l'a tué. Hein. Le fait d'être une femme, le fait que Biden lui a savonné la planche. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, Oui, j'ai voilà. deux. Non? Ah bon. Alors, on n'est plus qu'un. Donc, Jean-Pierre, et on termine. Tu vas nous faire la conclusion. Tu m'entends? Oui, oui. Ou Oui, tu te oui, oui, rapproches? oui, j'entends très bien. Donc, moi, merci pour ce que tu as dit, là. Non, là, par contre, j'entends pas, là. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas que c'est pas assez fort, Voilà. c'est que. C'est un peu comme un mauvais élève, on prend de la place. D'accord. C'est le passé qui revient. Oui, Alain, bon, moi j'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit. Par contre, quand tu dis que tu ne crois pas à l'irrésistible ascension de l'extrême droite, on peut faire le parallèle avec l'irrésistible ascension d'Arturo, oui. Je n'ai Mais pas, ent- comment? je n'ai Oui, pas donc, entendu le début de la phrase. oui, Ah, je parle. Oui, je parle. Oui, je partage tes constats. Simplement, quand tu dis tu ne crois pas à l'irrésistible ascension de l'extrême droite,
Bon, je te trouve, après ce que tu as développé, peut-être un peu angélique. Bon, je fais ça un peu court. Bon, je vais citer un exemple très concret ici sur ce qui se passe à Bordeaux. Bon, il y a des Bordelais bon, ici, beaucoup. Nous avons un maire prétendu de gauche, écologiste, qui vient de décider pratiquement seul d'armer une partie de la police municipale. Oui, oui, Pour, j'ai vu donc, ça. peut-être entendu parler de ça. Oui, Donc une oui. cinquantaine, brigade d'une cinquantaine de policiers, sans consulter personne, en prétendant qu'il y a une soi-disant augmentation de la délinquance. Voilà. Donc, on en est là. Donc, quand tu dis, bon, voilà ce qu'on peut mettre en place, donc, enfin, on voit très concrètement, et j'aimerais que tu me fasses après peut-être la réponse de ce qui se passe dans ta région. Donc, en face de ce que tu as développé, que je partage complètement sur des moyens, d'autres moyens à mettre en œuvre, voilà, on a une réponse de quelqu'un qui, pour des préoccupations peut-être électorales qui vont se passer dans 2 ans, caresse dans le sens du poil des gens qui pensent, comme ce que tu as indiqué tout à l'heure, c'est l'immigration qui est responsable de tout, faisant le mélange entre la délinquance et l'immigration. Voilà, donc je m'arrête là, mais tu as bien compris le sens de mon intervention. C'est ce que j'appelais tout à l'heure on a cédé sur tout. On a cédé sur tout. Et au lieu d'affronter les choses sur le fond, on est dans une logique suiviste. Regardez l'affaire de Bordeaux et des polices municipales. Elle est venue après la vidéosurveillance qui était quasiment généralisée, alors que on ne la voulait pas au début. Au début, on s'est battu pour qu'elle n'y soit pas. Mais euh, aujourd'hui, vous connaissez, vous, une grande ville qui n'a pas de vidéosurveillance? J'en connais pas, moi. Voilà. Et la police municipale armée, vous allez voir que l'exemple de Bordeaux, il va être suivi à Marseille. Ça va bientôt être le cas. Voilà, on a Comment à des armées. Marseille, il n'y a pas de police municipale armée? Pour l'instant, non, mais j'ai cru comprendre que ça allait pas tarder. Voilà. Et on a un problème de taille, c'est-à-dire qu'encore une fois, quelle vision on a de la sécurité? Est-ce qu'on a la vision de la guerre ou est-ce qu'on a la vision d'une tranquillité urbaine dont on crée les conditions sociales, les conditions culturelles, les conditions, etc. Voilà. Et à reculer, 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 à mon avis, le boomerang, il va être, il va être terrible. Alors, tu dis que j'ai une vision angélique. Non, je ne crois pas que j'ai une vision angélique, parce que quand je te dis que la résistible ascension, euh, que c'est possible, je m'appuie sur des choses très concrètes. Euh, euh, je, Vincent Tibéri, d'ailleurs, le dit dans son bouquin. Il dit non, il a un peu la même thèse que moi. Il dit on n'est pas, c'est pas impossible. On n'est pas dans une logique où on peut croire aujourd'hui que majoritairement le peuple français, il a viré à l'idéologie réactionnaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La meilleure preuve, c'est que dès qu'on lui offre une perspective euh, passionnante, intéressante, etc. Je fais des débats actuellement en France. L'autre jour, j'étais à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Il y a la présidente de la Ligue des droits de l'homme, elle a dit, mais nous, Ligue des droits de l'homme, si on nous dit, on ouvre le Front populaire à tous les mouvements sociaux, machin, qui sont prêts à se battre, qui veulent se battre, mais on y est, on est dedans et on viendra. Voilà. Et donc, je pense que dès qu'on a offert, vous vous rendez compte, entre deux tours d'élection, on a offert une perspective un peu enthousiasmante, qui faisait un peu rêver, etc. Mais regardez la façon dont la jeunesse s'est mobilisée. Elle s'est mobilisée, mais aujourd'hui, les jeunes, franchement,
ils préfèrent aller faire des trucs, et ils en font, hein. Moi, il m'est arrivé un drôle de truc, un étudiant d'HEC qui est un des principaux leaders, ça m'a sidéré, du mouvement des supporters de l'OM au stade Vélodrome, les South Winners. Il est le numéro 2 ou le numéro 3. Ce gars, il a 25 ans. Vous savez ce qu'il fait à partir de son mouvement de supporters? Il va porter des plateaux repas aux mineurs isolés dans le centre-ville. Il va dans les centres sociaux des cités, les aider à se restructurer en dehors du narcotrafic, etc., etc. Il fait plein de choses. Et quand je lui parle et il a fait un mémoire d'HEC, vous vous rendez compte? D'HEC. Il a créé une association qui s'appelle Protis, où il essaye d'entraîner des jeunes des cités populaires à préparer des concours dans les grandes écoles. Un truc ahurissant. Quand je lui parle politique, il me dit non, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais concrètement ici. Euh, voilà. Et il me le dit très gentiment, d'ailleurs, il m'adore. Je lui ai dirigé son mémoire de maîtrise. Il a eu une très bonne note, donc il n'y a pas de souci. Mais il me dit, je vois pas très bien l'intérêt pour moi de m'investir dans une force politique, quelle qu'elle soit, et même à gauche. Voilà. Donc il faut qu'on crée les conditions d'autre chose. Il faut qu'on les fasse rêver, qu'on leur donne une ambition. Voilà. Et c'est cette ambition-là. C'est pour ça que je suis pas naïf. Je suis pas naïf. Je crois que si on est capable de faire ça, par exemple, on n'arrête pas de parler du travail. Alors moi, je suis pas un spécialiste de ce sujet du travail, me garderais bien de dire des choses définitives là-dessus. Mais cela étant, aller dire à un jeune, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il va vous dire, je veux bien, mais je veux pas passer ma vie à travailler, je veux pas passer ma vie à la perdre, je veux les moyens de pouvoir m'émanciper, je veux travailler, mais avec un temps de travail et le truc pour avoir des possibilités de faire autre chose et faire vivre mes passions, etc., etc. Voilà. Et vous n'avez jamais vu autant de jeunes adultes entre 30 et 45 ans qui changent de métier actuellement. Vous l'avez tous remarqué. Voilà. Ils sont au métier, ils se recyclent. Voilà. Ils font des bilans de compétences et ils en ont marre de leur boulot. Ils en ont marre du verticalisme. Ils en ont marre de se prendre ce qu'on appelait avant les contremaîtres, les petits chefs sur la tronche, etc. Voilà. Eh ben, ça, si on n'est pas capable d'apporter des réponses à ça, si on répète l'emploi, le travail, 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 oui, on répond pas aux aspirations des nouvelles générations. Voilà. Et si on leur dit la laïcité, c'est un ensemble d'interdits, ben non, la laïcité, c'est pas un ensemble d'interdits. La laïcité, au contraire, disait Jaurès, c'est l'égalité, voilà, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et ça, si on n'est pas capable d'apporter des réponses à ça, je suis convaincu effectivement que l'irrésistible ascension, elle aura lieu. Mais comme je suis pas naïf, mais comme je reste un militant, voilà, je reste un militant. Quand j'étais allé me battre à Vitrolles, tout le monde m'a dit, Maigret, il va gagner, hein, te casse pas la tête, hein. Ah ben non, il n'a pas gagné, on l'a battu. Voilà. À un moment donné, le sursaut. Si mon bouquin s'appelle Le sursaut, c'est pas un hasard. Merci Alain pour tous ces éléments et tous ces éléments de réflexion. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes, euh, Et bon combat vous pour êtes, l'avenir et bonne diffusion merci pour ton beaucoup. livre. Merci. Merci, merci. J'espère